Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélien-Lapapin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, de Saint-Donat et de l'Est de l'Outaouais. Nous commençons cette semaine à Saint-Adèle où plusieurs chantiers sont actuellement en cours. Le chantier du chalet du Lac-Rond est à l'étape de la finalisation avec la finition intérieure et l'aménagement extérieur. Le chalet sera accessible au cours du mois de juin et sera prêt pour l'inauguration officielle le dimanche 7 juillet de 11h à 15h. Pour le réaménagement des pentes 40-80, malgré des délais occasionnés par des bris de conduite en zone sensible, les travaux progressent bien. Voici donc les prochaines étapes. Il y aura aménagement du bassin d'eau, construction de la plateforme d'observation et finalisation de l'aménagement paysager. Il y aura aussi installation de balançoires, ouverture de la piste de pump track et du sentier de vélo. Il y aura pavage et aménagement paysager de la rue Follereau. Il y aura aussi prolongement de la piste multifonctionnelle sur la rue Émile-Cochon. Les travaux devraient être complétés d'ici la fin du mois de juin. Également pour le réaménagement des pentes 40-80, voici les prochaines étapes pour ce chantier d'envergure. Il y aura aménagement des trottoirs sur le chemin du Chanteclair. Il y aura finalisation de l'excavation sur la rue Morin, nettoyage et aménagement du chemin du Chanteclair et également nettoyage et aménagement de la rue Morin. À Saint-Adèle, les travaux en cours dans le secteur du Lac-Rond sont majeurs et complexes. Au total, 3 chantiers importants sont en cours. La construction du chalet du Lac-Rond, le réaménagement des pentes 40-80 et la rue Émile-Cochon et la réfection des infrastructures du chemin du Chanteclair et de la rue Morin. La Ville demande aux automobilistes d'éviter le secteur le plus possible afin de ne pas nuire aux opérations et de ne pas créer de circulation excessive. De plus, la Ville rappelle aux citoyens que la plage du Lac-Rond est fermée. À Saint-Adèle, des spectacles enlevants vous attendent cet été dans le cadre de la 21e édition des Soirées Nostalgia. Du 6 au 27 juillet, 4 spectacles gratuits seront présentés les samedis à 20h avec une première partie à 19h30 dans le cadre enchanteur du magnifique amphithéâtre naturel du Parc de la Famille. Au programme, un spectacle hommage aux cowboys fringants qui ne manquera pas d'être émouvant mais néanmoins festif, un hommage au légendaire groupe irlandais U2, une soirée colorée et disco avec l'infatigable Boogie Wonder Band et une finale tout en blues avec le charismatique Brian Taylor. Sans oublier bien sûr les artistes présentés en première partie qui vous feront découvrir tout leur talent, leur musicalité et leur personnalité. Le 6 juillet, il y aura la grande messe hommage aux cowboys fringants. Inutile de dire que ce spectacle, en plus d'être festif, aura une connotation très émotive. Rendre hommage au cowboy fringant moins d'1 an après la mort de son charismatique chanteur et leader Carl Tremblay, profondément aimé de tous, aura une signification bien particulière. Mais malgré la nostalgie, les musiciens de la grand-messe vont assurément soulever la foule avec les plus grands classiques des Cowboys. Le 13 juillet, Joshua 2, hommage à U2, offrant le meilleur hommage à U2 et le spectacle le plus réputé en Amérique du Nord. Le groupe Joshua 2 fait vibrer les foules grâce à sa passion pour la musique du quatuor irlandais. Alliant projection et costumes authentiques, le groupe interprète les plus grands succès de Bono et sa bande et livre les pièces préférées des fans avec énergie, talent et professionnalisme. Joshua 2 propose une version parfaite du célèbre groupe irlandais, tant au niveau sonore que visuel. Il s'agit d'un spectacle hommage à ne pas manquer. Le 20 juillet, il y aura Boogie Wonder Band. Le Boogie Wonder Band fête ses 25 ans et prouve une fois de plus que le disco est toujours aussi présent. Un brillant divertissement par des artistes qui ont un sens du spectacle exceptionnel et qui reprennent les plus grands succès disco de tous les temps en portant des costumes époustouflants. Après plus de 3000 spectacles à travers le monde, le Boogie Wonder Band est devenu le groupe disco le plus célébré de notre génération. Le 27 juillet, célébré avec Brian Tyler and the Blue Storms. Brian Tyler est un chanteur armé d'un charisme et d'une puissance vocale qui provoque les ovations de quiconque a la chance d'assister à ce spectacle. Récipiendaire de 5 trophées Lys Blues, il a à son actif plus de 400 000 billets vendus avec ses performances de haut niveau. Avec son groupe Brian and the Blue Storm, il présente son spectacle Back on Track qui permettra non seulement d'apprécier l'interprète incroyable qu'il est, mais aussi
de découvrir l'auteur-compositeur exceptionnel grâce à ses propres compositions blues qui vous transporteront dans son univers. Les professeurs Christophe Mayano et Joanne April de l'Université du Québec en Outaouais sur le campus de Saint-Jérôme dirigent une enquête dont l'objectif est de recenser et décrire les pratiques d'activité physique et sportive de la population des Laurentides. Cette enquête est menée en collaboration avec l'équipe de recherche de l'Observatoire pour la promotion d'un mode de vie physiquement actif dans les Laurentides de l'Université du Québec en Outaouais et elle a été approuvée par le comité d'éthique de l'université. Les résultats de cette enquête permettront de dresser un portrait récent des pratiques d'activité physique et sportive dans la région. Elles seront utiles pour guider le développement de pratiques et de politiques d'activité physique et sportive adaptées aux besoins et aux défis de la population de la région des Laurentides. Le professeur Mayano affirme que cette enquête représente une belle occasion d'obtenir un portrait récent des pratiques d'activité physique et sportive de la population et des freins perçus à la pratique de celles-ci. Il ajoute que les informations fournies permettront, par exemple, de décrire les activités physiques et sportives pratiquées par la population, la durée et la fréquence de ces pratiques, les périodes de l'année pendant lesquelles elles sont pratiquées et les endroits où elles sont pratiquées. Il mentionne également que les données permettront de mieux comprendre qui sont ces personnes et quels sont les bénéfices perçus de cette pratique. Le professeur Mayano et Joanne April veulent rejoindre le plus grand nombre de personnes dans les Laurentides qui pratiquent ou ne pratiquent pas présentement d'activités physiques et sportives. Ces personnes doivent être âgées de 16 ans et plus, habiter dans la région des Laurentides et être capables de lire le français. Les personnes qui souhaitent participer devront au préalable compléter en ligne un formulaire de consentement. Celles qui auront consenti à participer pourront par la suite répondre au questionnaire d'enquête en ligne disponible sur le site web de Loisirs Laurentides. C'est lors de la séance du 26 mars dernier que le conseil de la MRC d'Antoine Labelle adoptait son tout premier plan d'adaptation au changement climatique, aussi appelé un PACC. Ce document présente un plan d'action détaillé qui vise avant tout à mettre en place des mesures d'adaptation au changement climatique et soutenir la transition climatique sur le territoire de la MRC. Démarrée en août 2021, la démarche d'élaboration du PACC a été réalisée en 2 volets. Le premier découle d'une grande démarche conjointe entre la MRC d'Antoine Labelle, porteuse du dossier, et les MRC d'Argenteuil, des Laurentides et des Pays d'en Haut. Et cette première phase de la démarche consistait à établir le portrait climatique actuel et futur des MRC, ainsi qu'à évaluer les risques associés au changement climatique pour le territoire des 4 MRC. Le deuxième volet, propre à chacune des MRC, a permis d'élaborer une vision stratégique de l'adaptation au changement climatique en concertation avec les acteurs territoriaux et établir les mesures d'adaptation à déployer afin de préparer les infrastructures et organisations à faire face aux modifications climatiques anticipées sur le territoire. À titre de gouvernement de proximité, la MRC joue un rôle clé dans l'adaptation au changement climatique. Par l'adoption du PACC, le Conseil de la MRC s'engage de façon proactive dans le déploiement des mesures d'adaptation visant la résilience du territoire. Les mesures présentées dans le PACC constituent les premières actions à déployer pour tenir compte des risques que représentent les changements climatiques pour le territoire. Ainsi, le PACC a entre autres pour objectif d'assurer un rôle de gouvernance climatique et diffuser les connaissances nécessaires à l'adaptation, d'accroître la résilience de l'économie, d'accroître la qualité de vie des communautés et favoriser la solidarité, soutenir et appuyer la communauté et les intervenants en sécurité dans la prévention et l'intervention face aux événements climatiques extrêmes, assurer l'intégrité des écosystèmes naturels et des services écosystémiques, aménager le territoire de façon à gérer les risques, réduire les vulnérabilités et maintenir l'identité territoriale. Cet outil de planification stratégique se veut évolutif et devra s'arrimer aux opportunités qui se présenteront ainsi qu'à l'évolution des connaissances. Afin d'assurer une réalisation cohérente et harmonieuse des mesures d'adaptation, un processus de concertation du milieu sera mis en place dans le but d'assurer l'adhésion des parties prenantes concernées dans le déploiement du plan. Par la suite, un plan de travail quinquennal sera élaboré, identifiant les actions à entreprendre afin de répondre aux mesures d'adaptation identifiées. Cet outil de planification permet à la MRC de transitionner vers un développement durable et résilient de son territoire. De plus, par le travail conjoint réalisé avec les MRC voisines,
La MRC Antoine Labelle s'engage à développer une approche collaborative et de solidarité territoriale en matière d'adaptation au changement climatique. Elle reconnaît ici que les impacts des changements climatiques ne s'arrêteront pas à ses frontières. Le PACC a été réalisé grâce au soutien des ministères des Affaires municipales et de l'Habitation et de la Sécurité publique dans le cadre du programme de soutien à l'intégration de l'adaptation au changement climatique et du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Alors que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, aussi appelé MAMACH, a annoncé en décembre 2023 une importante enveloppe budgétaire dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale, la MRC d'Antoine Labelle a obtenu une aide financière de près de 1,2 million de dollars provenant de ce fonds. Le programme provenant du Fonds d'électrification et de changement climatique a pour objectif de soutenir les organismes municipaux dans l'élaboration de leur plan climat et de mettre en œuvre des actions y découlant. Un plan climat comprend 2 volets, soit l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ceux-ci. Par l'adoption du PACC, le Conseil de la MRC Antoine Labelle s'est doté d'une planification qui répond en partie au plan climat. L'aide financière du programme permettra donc à la MRC de compléter son plan climat en plus de réaliser des projets issus du plan grâce aux sommes résiduelles. Alors que la MRC d'Antoine Labelle lançait son 3e appel de projet en octobre dernier dans le cadre de son entente de vitalisation du Fonds Région et Ruralité conclu avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le Conseil de la MRC est fier de pouvoir supporter financièrement des projets conventionnels de vitalisation du territoire par l'octroi d'aides financières totalisant près de 740 000 $, ayant pour objectif la réalisation de projets ou d'initiatives pour soutenir la vitalisation et l'amélioration de services ou d'équipements pour la population afin d'agir positivement sur la vitalité du territoire. L'appel de projet concernait les organismes municipaux, les communautés autochtones, les coopératives, les organismes sans but lucratif et les organismes des réseaux du milieu de l'éducation. Les projets conventionnels retenus s'inscrivent dans les axes de vitalisation déterminés par le Conseil de la MRC, soit l'emploi et la main-d'œuvre, le milieu de vie ou le tourisme. Ces projets constituent une initiative d'une durée limitée dans le temps, de nature ponctuelle et non récurrente, en plus de se réaliser sur le territoire de la MRC d'Antoine Labelle. La municipalité de l'Ascension reçoit une aide financière de 82 906 $ pour l'installation de modules de jeux au parc Raymond-Meilleur. Ce projet a pour objectif de promouvoir une vie active et des habitudes de jeu saines, favorisant le développement psychomoteur, la socialisation et l'imagination. Ensuite, le Centre de plein air Mont-Laurier souhaite mettre en valeur le volet aquatique du lac Thibault. À la suite de leur projet pilote de l'été 2023, l'aide financière de 100 000 $ permettra à l'organisme d'offrir aux résidents, familles, écoles et groupes communautaires et touristes des activités nautiques non motorisées et un espace d'observation autour du lac. La municipalité de Kiamika souhaite construire un parc intergénérationnel au cœur du secteur de villégiature du lac François. Soutenu à la hauteur de 100 000 $, ce parc vise à offrir des loisirs diversifiés répondant aux besoins de toutes les générations et constituera un lieu d'échange et de partage pour les résidents et les visiteurs. Il comprendra une aire de repos avec mobilier adapté pour les personnes à mobilité réduite, une zone d'exercice extérieur, un terrain de pétanque et de jeux de palais américains, ainsi qu'une aire de jeu pour les enfants. Ce projet favorisera le développement physique, social et ludique de toute la communauté. L'école Val-des-Lacs de Saint-Jean-sur-le-Lac obtient une aide financière de 25 000 $ pour aménager la cour d'école afin qu'elle soit attrayante et inclusive. Le projet prévoit la création d'une piste à rouleaux, aussi appelée un pump track, pour les élèves de la communauté. Celle-ci offrira des activités variées telles que la course, le patinage et la glisse, répondant ainsi aux besoins des enfants de tous âges. Cette piste deviendra un lieu de rassemblement animé pour les élèves, les familles et les utilisateurs des infrastructures environnantes. L'organisme Transport adapté et collectif d'Antoine Labelle reçoit quant à lui une aide financière de 65 000 $ pour la mise sur pied d'un projet pilote de services d'accompagnement et de transport bénévole pour les personnes vulnérables, notamment les aînés nécessitant des soins de santé. Cette initiative vise à réduire les coûts et l'empreinte écologique pour les citoyens de Fermeneuve et du secteur de la Lièvre-Nord. En plus, la municipalité de Chutes-Saint-Philippe se voit octroyer une enveloppe de 100 000 $ pour remplacer et améliorer la patinoire extérieure municipale. Le projet a pour but de mieux répondre aux besoins des citoyens de tous âges et diversifier les activités proposées.
La municipalité de Fermeneuve, pour sa part, obtient une aide financière de 62 300 $ pour la création d'un parc riverain le long du lac des journalistes. L'aménagement du nouvel espace assurera la sécurité en offrant suffisamment d'espace garni d'arbres matures. Ce parc sera ouvert tous les jours aux résidents et aux visiteurs, offrant un espace sûr et accueillant pour profiter des rives du lac. Et également, la municipalité de Lac-des-Écorces obtient 100 000 $ pour l'aménagement d'un parc de jeux d'eau au quadrilatère sportif de Val-Barrette. Le parc comprendra une structure de béton sinueuse avec une fleur d'eau de 4 mètres de haut et 2 jets d'eau, ainsi que des tables de pique-nique, des balançoires couvertes et un cabanon électrique. Ce projet vise à renforcer l'attrait touristique de la région. Finalement, 100 000 $ sont octroyés à la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles pour le projet d'accueil officiel multiservice le long de la route 309. Cette aire d'accueil comprendrait, entre autres, des terrains gratuits pour les voyageurs motorisés et services de vidange et d'approvisionnement en eau. Un stationnement sécurisé pour les véhicules hors route, un abri d'accueil équipé de toilettes, d'eau et de cartes régionales, des installations de recharge pour véhicules électriques, pour les véhicules électriques, une aire de loisirs avec jeux pour enfants et une affiche pylône exposant les services locaux et les attractions à proximité. Revenez-nous après la pause. Alors que la MRC d'Antoine Abel entrevoit la fin de son projet de construction du réseau de fibre optique et que la coopérative de télécommunications d'Antoine Abel, aussi appelée la CTAL, détient désormais l'expérience et l'expertise dans l'exploitation de ces réseaux, le conseil de la MRC étudie la possibilité de vendre son infrastructure à la CTAL. Après avoir étudié différents scénarios, le conseil envisage la vente du réseau de fibre optique à la CTAL. Ce projet a pour objectif d'assurer l'efficience et la pérennité du réseau et de la coopérative, en plus d'offrir les meilleurs services aux citoyens et de faciliter la gestion des opérations. Considérant que la MRC d'Antoine Abel a impliqué la CTAL dans la construction et l'entretien du réseau et en raison de l'expertise que cette dernière a grandement développée au cours des dernières années, la MRC a entamé les discussions avec les gouvernements bailleurs de fonds afin d'évaluer la faisabilité de la succession du réseau. Les autorisations gouvernementales constituent la première étape de ce projet embryonnaire. La poursuite du dossier est conditionnelle à l'approbation de ces instances. Les réflexions entourant la possibilité de vente du réseau de fibre optique comportent plusieurs avantages. D'abord, la cession réduirait le fardeau administratif entourant la construction et l'exploitation du réseau. De plus, la délégation des actifs à la CTAL pourrait permettre à celle-ci d'approfondir son expertise en télécommunications, en plus de croître sa pleine autonomie dans l'acquisition et l'exploitation des équipements. Le contrôle total des activités du réseau permettrait de poursuivre l'offre de services aux membres de la coopérative dans le maintien de l'accessibilité, la qualité et l'abordabilité des services de télécommunications. Le besoin criant d'avoir accès à des services Internet haute vitesse de qualité sur tout le territoire se fait entendre depuis plusieurs années. Alors que les fournisseurs de services de télécommunications étaient dans l'impossibilité de desservir l'ensemble du territoire, la MRC a alors entamé une grande démarche de consultation publique afin de connaître l'intérêt de la population à participer à un projet collectif. La conclusion, il était essentiel d'offrir une connexion Internet haute vitesse de qualité à sa population. C'est donc en novembre 2017 que le coût d'envoi du projet de construction du réseau de fibre optique de la MRC a été donné par l'obtention du financement des gouvernements. La CTAL, quant à elle, a été constituée en décembre 2017 dans le but d'opérer le réseau de fibre optique de la MRC. Depuis ce jour, la CTAL a créé 30 emplois, en plus de développer une expertise en télécommunications encore jamais acquise sur le territoire. Ayant offert ses premiers services d'Internet haute vitesse en septembre 2019, elle dessert désormais la population des services Internet, de téléphonie résidentielle et de télévision. Aujourd'hui, la construction du réseau de fibre optique est complétée à plus de 95 %. Ce réseau dessert plus de 18 000 foyers et la CTAL dénombre 10 000 abonnés à ses services. Dans la MRC des Pays d'en Haut, dès le mois de septembre 2024, seuls les sacs de papier pourront être utilisés pour recevoir les matières organiques. En effet, tous les types de sacs de plastique, qu'ils soient certifiés compostables, biodégradables ou oxo-biodégradables, seront refusés dans le bac brun. Cette modification résulte des exigences du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour les plateformes à ciel ouvert.
Les sacs en bioplastique certifiés compostables en vente sur le marché sont incompatibles avec le type d'installation de compostage où sont envoyées les matières de la MRC des Pays d'en haut. Bien qu'ils soient annoncés comme étant conçus pour les programmes municipaux, ces sacs sont refusés dans une grande partie de la province. La MRC des Pays d'en haut est d'ailleurs l'une des dernières régions qui les acceptait encore. Les principaux motifs de ce changement concernent la qualité du compost. D'abord, les sacs de plastique nuisent à la circulation d'air et contribuent à la formation de méthane, qui est un gaz à effet de serre puissant et qui est responsable des mauvaises odeurs. Également, le temps de compostage de ces sacs est beaucoup plus lent que celui des résidus alimentaires et des résidus de jardin, ce qui entraîne la présence indésirable de lambeaux de plastique dans le compost mature. Une des options est de disposer les matières organiques en vrac dans le bac. Les meilleures options demeurent d'utiliser des sacs en papier avec ou sans revêtement de cellulose à l'intérieur, perméable à l'air et facilement déchirables, ou encore une fois, de disposer les matières organiques en vrac dans le bac. Le site web de la MRC propose des trucs et des astuces pour emballer les matières, entretenir les bacs de cuisine et les bacs roulants afin d'éviter les odeurs et les insectes. Des vidéos explicatives et différents visuels sont aussi disponibles. Concernant la vaisselle, les contenants ou gobelets en carton PLA sont toujours autorisés. La direction du parc régional Val-David-Val-Morin est ravie d'annoncer la conclusion du projet de grande mise à niveau des sentiers des monts Plante et Césaire. Ce projet ambitieux a pu se concrétiser grâce à une aide financière de près de 145 000 $ provenant du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités de plein air et du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique, en plus d'une contribution de plus de 29 000 $ de la municipalité de Val-David. La réalisation de ce projet a été une véritable entreprise collective nécessitant près de 1 500 heures de travail par les employés d'aménagement, tant l'été dernier que ce printemps. La communauté de vélo de montagne de Val-David s'est également mobilisée en offrant de nombreuses heures de bénévolat, contribuant ainsi à respecter l'enveloppe budgétaire et à concrétiser ces améliorations tant attendues. 2 sentiers de vélo de montagne du type Flow Trail, la Dynamite et la Derecho, d'une longueur totale de 1,2 km, ont été créés. Le sentier de vélo La Plante a été mis à niveau. Une aire de départ a été aménagée au sommet du mont Plante. Un point de vue a été aménagé au sommet du mont Césaire. Le sentier d'accès à la paroi d'escalade Champs-Élysées a été relocalisé. Des panneaux d'interprétation sur l'histoire du mont Plante et sur le phénomène climatique Derecho ont été créés. Le sentier d'accès à la base de la paroi d'escalade Dizzy Rapture ont été réaménagés. Isabelle Charette, ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, mentionne que les activités de plein air, dont les bienfaits ne sont plus à prouver, offrent des occasions à toute la population de bouger en nature et que tous et toutes peuvent en profiter, peu importe leur âge ou leurs conditions physiques. Elle ajoute que l'accessibilité à des sentiers et à des installations de plein air sécuritaires est primordiale pour leur permettre de faire le plein d'air frais. France-Hélène Duranceau, députée de Bertrand, explique que ce projet est un autre bel exemple de la collaboration entre le gouvernement et les municipalités de la circonscription de Bertrand et que ces nouvelles installations permettront à de nombreux citoyens et visiteurs de profiter davantage des magnifiques forêts tout en les encourageant à adopter un mode de vie actif et sain. Dominique Forget, mairesse de la municipalité du village de Val-David, affirme qu'avec cette grande mise à niveau, l'offre de vélos du parc régional dans le secteur du Mont-Plante atteint un nouveau sommet de qualité. Elle ajoute que la municipalité est convaincue que ces améliorations raviront les cyclistes, qu'ils soient novices ou chevronnés. Le coût de l'accès journalier au parc régional en vélo pour les non-résidents est de 12 $ par adulte et gratuit pour les enfants, ainsi que pour les résidents de Val-David et Val-Morin. Une nouvelle carte de vélo proposant des itinéraires est également disponible sur le site web parcrégional.com. Le programme estival immersif Un été signé Antoine Labelle est de retour pour une 3e édition et tout est mis en œuvre pour que la magie opère. Les étudiants sélectionnés passeront l'été à travailler en santé et services sociaux, à découvrir les beautés de la MRC d'Antoine Labelle et qui sait peut-être planifier de s'y installer à long terme. Un été signé Antoine Labelle est une initiative du CI3S Laurentides qui permet à des étudiants issus des parcours en santé et services sociaux de vivre une première expérience professionnelle tout en s'adonnant aux joies des découvertes, des rencontres et des attractions de la région. Cette année, 10 étudiants vivront une expérience unique qui se déroulera jusqu'au 16 août prochain. Le programme élargit son périmètre d'action et logera 4 étudiants dans la ville de Rivière-Rouge. Des cégepiens et universitaires occuperont un emploi au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge.
Les 6 autres étudiants seront hébergés à Mont-Laurier et travailleront dans différentes installations de cette même ville. À Mont-Laurier, le mercredi 5 juin dernier s'est déroulée la 35e édition du Mérite municipal à l'Espace Théâtre. Plus de 240 bénévoles de divers organismes de Mont-Laurier se sont réunis afin de participer à cet événement annuel célébrant l'implication citoyenne des bénévoles de la ville de Mont-Laurier. Cette année, la ville a proposé une soirée festive avec une formule souper-spectacle pour les bénévoles présents. La présentation des diverses catégories s'est poursuivie avec un spectacle de danse de la troupe YDC Productions qui a su divertir le public. Nommés par l'organisme auprès duquel ils œuvrent, les bénévoles honorés par le conseil municipal se sont vu remettre un certificat honorifique et un chèque cadeau à l'Espace Théâtre. Les gagnants des différentes catégories remportaient quant à eux le trophée du mérite municipal ainsi qu'un certificat honorifique et un chèque cadeau à l'Espace Théâtre. La bénévole junior est Maude Léonard, qui s'est démarquée par son implication auprès des patineurs débutants et plus avancés du club de patinage artistique Les Ailes d'Argent de Mont-Laurier, se méritant ainsi le titre de bénévole junior de cette année. Elle parvient à transmettre son amour du patinage artistique aux plus jeunes grâce à son enthousiasme et son sourire contagieux. Cette année, c'est Lisette Poulain qui a remporté la catégorie bénévole coup de cœur pour son aide et son engagement durant les événements de la digue Morier. Elle a fait preuve d'une grande responsabilité, d'un altruisme hors pair et s'est offerte pour préparer de délicieux repas aux gens touchés par cette situation. Son apport a été majeur pour ces personnes qui vivaient de grandes incertitudes et de l'anxiété dans un contexte de crise. La ville est fière de pouvoir compter sur des citoyens à son image. La catégorie bénévole de l'année a été remportée par Nicolas Aubry, connu pour ses talents en photographie. Il est aussi membre du comité ambassadeur de migration de Zone Emploi. Enthousiaste et motivé par la diversité interculturelle, il est toujours partant pour aider les familles immigrantes qui arrivent dans la région. Son implication se situe à différents niveaux, entre autres dans l'intégration de la cohorte des infirmières 2023 ainsi que dans l'organisation de l'événement Culture en fête. L'organisme qui a été choisi par le conseil municipal pour recevoir le prix de l'organisme de l'année est un organisme qui s'est particulièrement démarqué tout au long de la dernière année par son implication au sein de la communauté. En effet, la Mère Veille, qui célèbre d'ailleurs son 4e anniversaire cette année, a rendu d'incontournables services à la communauté depuis sa création. Cet organisme offre de l'accompagnement auprès des familles, des femmes enceintes et des futurs parents. Il se renouvelle sans cesse pour répondre aux nouvelles réalités familiales et offre une panoplie d'activités diversifiées. Pour ce qui est de la catégorie Initiative durable de l'année, c'est le Centre de plein air Mont-Laurier qui s'est vu décerner ce titre. Dans le cadre de ses activités, le Centre de plein air Mont-Laurier incarne l'harmonie avec la nature. Il fait preuve d'un grand souci pour l'environnement et veille à la préservation des ressources naturelles tout en favorisant la protection de la biodiversité. Cet organisme permet, à travers sa mission, de démocratiser les activités de plein air et de conserver un espace vert, sain et accessible à tous en plein cœur de la belle ville. Le conseil municipal a remis le très honorable prix de la reconnaissance d'implication citoyenne cette année à M. Gaston Beauregard, afin de reconnaître son apport précieux à la communauté et de rendre hommage à l'ensemble de son implication au sein de la collectivité. Il a notamment été impliqué auprès de l'organisme Le Double Défi depuis sa création. Il a également enseigné le français à l'éducation aux adultes jusqu'à sa retraite en 2012 et s'est impliqué pour la valorisation de la profession de l'enseignant. Il a aussi manifesté pour l'égalité et continue toujours de veiller au grain. Pour photographe non seulement pour l'organisme, il est le témoin de la vie de Mont-Laurier et il est présent partout afin d'immortaliser les moments forts. Revenez-nous après la pause. La ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens que des travaux de restauration extérieure du bâtiment de l'Hôtel de Ville ont débuté le 6 juin dernier. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier et visent à assurer la préservation du patrimoine immobilier des municipalités dont l'Hôtel de Ville de Mont-Laurier fait partie. Des travaux de remplacement de portes et fenêtres seront réalisés en plus de la réfection complète de la véranda. Les balcons situés aux entrées principales de l'Hôtel de Ville seront aussi restaurés, incluant l'accès à la salle du conseil municipal. Ce projet représente un investissement total de plus de 1,2 million de dollars. Soulignons que la Ville de Mont-Laurier bénéficie d'une subvention de près de 735 000 dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier de la MRC d'Antoine Labelle.
La Ville de Mont-Laurier est très fière d'avoir procédé au dévoilement de sa programmation estivale. En grande ouverture cet été, le jeudi 20 juin, Fred's offrira le premier concert au parc Toussaint-la-Chapelle. Un 5 à 7 sera également animé par l'équipe de CFLO au parc en amont de la prestation de l'artiste. Pour terminer la soirée, DJ Tizzy fera également bouger la foule. Encore une fois, cette année, la Maison des Jeunes et la microbrasserie du Lièvre seront présentes sur le site lors des concerts du parc. Rappelons que l'ensemble de ces festivités est gratuite et accessible pour toute la famille. Le jeudi 4 juillet prochain, dès 19h30, la Ville accueillera Laurence Saint-Martin qui offrira une prestation musicale proposant une musique de style country. Anthony Gaudet sera également en spectacle le jeudi 18 juillet pour faire découvrir son style rock-pop au public. Ensuite, le duo Rose sera la vedette des concerts du parc le jeudi 1er août pour finalement terminer avec l'artiste connu Damien Robitaille qui vous fera certainement danser lors de cette dernière prestation des concerts au parc. À la suite de la prestation de Damien Robitaille, le DJ Félix B. Desfossés assurera la fin de la soirée. Le concours des banquettes VIP de la radio de CFLO est également de retour cette année. Vous désirez remporter l'une des banquettes VIP pour être aux premières loges des concerts du parc, alors suivez les actualités Facebook de la Ville de Mont-Laurier afin d'y participer. Les gagnants seront annoncés à la radio de CFLO le mardi précédant le concert. Amateurs de cinéma, les jeudis Cinépop seront présentés au parc Toussaint-la-Chapelle en alternance avec les concerts du parc à compter du 11 juillet prochain. Encore une fois, cette année, apportez vos couvertures et passez un beau moment cinéma plein air en famille. La Maison des Jeunes sera également présente pour vendre des bonbons et du popcorn au profit de l'organisme. Pour connaître la programmation complète, visitez la section événements du site Internet de la Ville de Mont-Laurier dès maintenant. Dès le 2 juillet prochain à 19h, le parc Toussaint-la-Chapelle laissera place au mardi « J'anime ma ville ». Tous les mardis de l'été, les citoyens auront la chance de découvrir et de s'initier à différents types d'arts, dont la magie, le théâtre, le slackline, le BMX aérien, le saxophone et bien plus encore. Ces activités sont offertes gratuitement et émerveilleront les adultes comme les enfants. Bien d'autres activités seront également prévues. Vous pouvez en prendre connaissance sur le site Web de la Ville de Mont-Laurier. La Ville de Mont-Laurier est heureuse d'annoncer que depuis le 10 juin dernier, les jeux d'eau situés à l'arrière de la piscine municipale sur la rue Alix sont ouverts pour la saison estivale. L'aire de jeux d'eau sera accessible tous les jours de l'été de 8h à 21h. Des toilettes sont notamment disponibles au bloc sanitaire situé près des terrains de soccer. Afin de préserver la propreté du site, la Ville désire rappeler quelques consignes afin d'assurer un endroit convivial et sécuritaire pour l'ensemble des familles et des utilisateurs. Il est interdit de courir, de manger ou de boire sur la dalle des jeux d'eau. Il est interdit de s'asseoir sur le drain au centre de la dalle afin d'éviter l'accumulation d'eau. Il est interdit de grimper dans les structures. Aucun animal n'est permis. Il est aussi interdit d'utiliser des contenants en verre. La surveillance parentale est obligatoire pour tous les enfants de 8 ans et moins et toute personne qui ne respecte pas les règlements mentionnés pourra être expulsée du site. À Piémont, à la suite d'un changement important à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en lien avec les amendes à percevoir concernant la coupe d'arbres sans permis, le montant d'amende minimale est maintenant de 2 500 $ auquel s'ajoute, dans le cadre d'un abattage sur une superficie inférieure à 1 hectare, un montant minimal de 500 $ par arbre abattu illégalement, et ce, plus les frais administratifs. Donc, les contrevenants s'exposent à un constat de 3 000 $ plus les frais administratifs si un arbre de plus de 5 cm de diamètre est coupé sans autorisation. Pour toute question, vous pouvez communiquer avec le département de l'urbanisme et de l'environnement pour toute question concernant la coupe d'arbres et la demande de permis. Appelez au 450-227-1888 au poste 1. Ce règlement s'applique également aux haies de cèdre. La Ville de Saint-Sauveur, en collaboration avec le Sommet Saint-Sauveur, offrira à ses citoyens des rabais à l'achat de billets journaliers au parc aquatique du 20 au 24 juin. Pour en bénéficier, il suffit de vous rendre au comptoir Expérience client du Sommet Saint-Sauveur et de présenter une preuve de résidence. Voici donc la tarification réduite. Pour les personnes de 3 à 5 ans, le tarif est de 20,99 $. Pour les 6 à 12 ans, le tarif est de 34,99 $. Pour les 13 à 64 ans, le tarif est de 39,99 $. Et pour les 65 ans et plus, il est de 64,99 $. Ces billets seront valides pour la saison estivale 2024 et une limite de 10 billets par personne est permise. Pour toute question, communiquez avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au
227-0000 au poste 4000. La Ville de Saint-Sauveur invite les associations de propriétaires constituées comme des OBNL à soumettre leurs demandes dans le cadre de sa toute nouvelle politique de soutien pour l'entretien et l'amélioration de chemins privés. Cette aide financière permet aux citoyens propriétaires d'une résidence principale ou secondaire située sur un chemin privé ouvert au public et qui ne bénéficie pas de tous les services municipaux de recevoir un accompagnement et une aide financière pour l'entretien et l'amélioration de leur chemin. Les dépenses pour des travaux d'entretien estival, tels que le nivelage, l'épandage d'abat poussière ou le reprofilage des fossés, de même que les travaux d'amélioration liés par exemple au drainage ou à l'érosion, sont admissibles à hauteur de 100 %. Les travaux liés, eux, au déneigement ou à l'épandage d'abrasifs sont admissibles à hauteur de 50 %. Novatrice, la politique offre aussi un montant de 1 000 $ par année pour recourir à des services professionnels et couvrir l'assurance responsabilité des associations de propriétaires demandeurs dans l'optique d'aider celles-ci à devenir propriétaires de leur chemin. Cette politique se distingue également par le diagnostic annuel que pose la Ville par le biais de son service de l'environnement et du développement durable pour tous les chemins ayant bénéficié d'une aide financière. Effectué dans un esprit d'accompagnement et de soutien, ce diagnostic assure à la Ville une utilisation efficace des fonds octroyés ainsi qu'une gestion environnementale et durable optimale de ces chemins. De plus, dans une volonté d'offrir aux organismes admissibles des services conseils professionnels de qualité, la Ville met à leur disposition l'expertise de son service du génie. Celui-ci se rendra disponible jusqu'à 3 heures par année pour émettre à titre gratuit des avis techniques sur de potentiels travaux à effectuer. Les organismes souhaitant se prévaloir de cette aide financière ont jusqu'au 11 octobre 2024 pour déposer une demande. Pour plus d'informations sur la politique de soutien pour l'entretien et l'amélioration de chemins privés, communiquez avec le service des communications au 450-227-0000 au poste 2700 ou par courriel à communication@vss.ca. Jusqu'au 11 août prochain, les photographes amateurs sont invités à capturer leur représentation de la culture sauveroise dans le cadre d'un concours de photos. La Ville de Saint-Sauveur jouit d'un patrimoine culturel des plus vibrants, que ce soit par ses milieux naturels, ses pistes de ski ou sa culture artistique, incluant notamment la danse, les arts visuels et scéniques. Les photos devront lui rendre hommage. Les gagnants du concours verront leurs photos exposées sur les grandes structures présentes partout dans le noyau villageois. Un vernissage aura également lieu afin de dévoiler les photographies gagnantes et toutes les personnes ayant participé au concours y seront invitées. Pour être admissible au concours, la photo doit avoir une bonne résolution, avoir été prise par un citoyen de Saint-Sauveur, représenter la culture locale, être accompagnée d'une courte explication du concept d'un maximum de 150 mots, être en format paysage. La photographie peut avoir été prise lors d'une année antérieure. Le dossier doit être envoyé au plus tard le 11 août dans la plus grande taille de fichier par un lien WeTransfer à l'adresse courriel communautaire@vss.ca et ce, afin de ne pas détériorer la qualité de l'image. Un jury sera mis en place pour sélectionner les 15 photos gagnantes. À Saint-Sauveur, les travaux de réfection du pont du chemin du mont Maribou se sont entamés avec la fermeture du pont le mardi 4 juin dernier, afin de mettre en place la machinerie nécessaire à sa reconstruction. Soucieuse de la sécurité des résidents du Mont-Maribou, la Ville a pris soin de prévoir sur la rive nord des véhicules d'urgence pendant cette fermeture afin de pouvoir intervenir rapidement et efficacement en cas d'urgence. Tous les résidents du Mont-Maribou ont été informés de cette fermeture dans le courant de la semaine précédente. Une lettre a été distribuée à chaque adresse du Mont-Maribou ainsi qu'à l'Association des propriétaires du Mont-Maribou. Des affiches ont également été installées à chaque extrémité du pont dès le vendredi 31 mai en guise de rappel aux résidents. Suivant cette première journée, les opérations, qui se dérouleront du lundi au vendredi de 7h à 17h, sont prévues jusqu'à la fin août. Avec sa structure de bois et d'acier, le nouveau pont à une voie a été dessiné de manière à s'harmoniser avec le paysage aussi bien que son prédécesseur. Toutefois, cette dimension a été revue dans ce souci de préservation de l'environnement, atteignant une largeur de 4,08 mètres et une longueur de 22,6 mètres. Les nouvelles assises se situeront donc à l'extérieur des bandes riveraines de la rivière à Simon. Un bassin à filtration sera également installé pour permettre un meilleur contrôle des sédiments qui, par ruissellement, se déversent dans la rivière. La configuration du pont a aussi été revue afin de favoriser une plus grande sécurité routière.
En construisant le nouveau pont à côté de l'ancien, la courbe serrée située sur la rive sud sera adoucie. Cette correction offrira aux automobilistes une meilleure visibilité et leur évitera les manœuvres brusques nécessaires pour s'engager sur le pont. Une zone d'attente sera d'ailleurs aménagée où les automobilistes pourront se garer afin de permettre le passage des véhicules à contresens. Quant aux promeneurs, ceux-ci seront beaucoup plus visibles à partir des deux rives, rendant ainsi le déplacement actif plus sécuritaire. Le pont actuel servira de voie de contournement pendant la durée des travaux. Il sera ensuite démoli à une date qui sera communiquée ultérieurement. La protection des pins centenaires situés aux abords du chantier préoccupe également la Ville. Les plans ont été élaborés dans l'optique de réduire au maximum les travaux d'émondage et d'abattage des arbres afin de respecter à la fois ses objectifs en matière de sécurité et ses objectifs de protection des milieux naturels. Le pont du chemin du Mont-Maribou était un pont privé jusqu'à tout récemment. La Ville s'en est portée acquéreur à la demande de l'Association des propriétaires, considérant la complexité de l'entretien d'une telle infrastructure. Pour plus d'informations sur la réfection du pont du Mont-Maribou, vous pouvez appeler au 450-227-0000 ou écrire à communication@vss.ca. Revenez-nous après la pause. Jusqu'au 2 septembre prochain, la Ville de Saint-Sauveur vous invite à parcourir le Sentier des Contes au parc John H. Molson. Proposé dans le cadre du club de lecture TD, le Sentier des Contes présente un livre jeunesse dont la lecture se fera sur des panneaux placés aux abords du sentier. Cet été, nous vous racontons l'histoire Plus noire que la nuit, destinée aux enfants de 3 à 7 ans et écrit par Chris Hadfield et Kate Fillion. Agrémenté de belles illustrations créées par les artistes Terry et Eric Fan, ce conte est inspiré de l'enfance de l'astronaute Chris Hadfield. En cette nuit de juillet 1969, la vie du jeune Chris Hadfield bascule à jamais. Le jeune garçon, témoin à la télévision de l'alunissage d'Apollo 11, ne craindra désormais plus la noirceur de la nuit, car il sait maintenant qu'elle recèle les plus fascinants mystères de l'univers. Chris se consacrera désormais à la conquête de l'espace. Par ailleurs, la version audio du livre sera également disponible en numérisant le code QR sur les panneaux du sentier. Pour en savoir plus sur le club de lecture d'été TD, visitez la rubrique qui est dédiée dans la page bibliothèque du site web de la Ville. Le club de montagne des Hautes-Laurentides a inauguré le mois dernier un nouveau site d'escalade appelé le Keg, situé au sentier nature de Chute-Saint-Philippe, au 70 chemin du Panorama. Le Keg est une nouvelle paroi d'escalade d'une hauteur de 20 mètres à 30 mètres. Elle possède 32 voies aménagées. Pour accéder à cette paroi d'escalade, il suffit de marcher 20 minutes en empruntant d'abord le sentier E. Selon l'ouvreur et équipeur du club de montagne des Hautes-Laurentides, Guillaume Terrien-Gamache, on retrouve 3 falaises d'escalade dans les environs du Keg. Le Keg étant la plus imposante des parois, on retrouve aussi 2 plus petites parois, dont une grotte à explorer. Sur le site des Sentiers Nature, la première paroi d'escalade qui a été inaugurée il y a déjà quelques années est toujours accessible en suivant la piste 1 en bordure du lac en direction du relais du Chevreuil. Il s'agit de la paroi des Lutins qui est d'une hauteur de 15 mètres. Sur toutes ces parois, il est possible de pratiquer 3 types de grimpe. Le grimpeur peut utiliser le moulinet en accrochant une corde au sommet de la paroi ou encore y aller avec une approche plus sportive en installant un ancrage dans la roche à tous les 6 pieds. Le grimpeur peut aussi y aller avec le type d'escalade traditionnel, soit avec des protections amovibles. Même si l'escalade reste timide dans les Hautes-Laurentides, elle tend à gagner en popularité. Avec le Keg, on retrouve 3 sites d'escalade dans les Hautes-Laurentides, incluant la paroi des Lutins et la paroi d'escalade accessible en canot au parc du Poisson-Blanc à Notre-Dame-du-Lot. Un 4e site pourrait voir le jour au cours de l'été. Le club de montagne des Hautes-Laurentides a un nouveau site dans le viseur situé entre les municipalités de Notre-Dame-du-Lot et de Notre-Dame-du-Pont-Main. Pour l'heure, le club de montagne des Hautes-Laurentides n'a pas fourni plus d'informations sur ce site potentiel. Le groupe attend une réponse du ministère des Ressources naturelles et des Forêts avant d'aller de l'avant. La municipalité de Saint-Hippolyte annonce la tenue d'un sondage en ligne concernant le projet de parc intergénérationnel au lac Conley. Le sondage est hébergé dans le portail citoyen au citoyen.sainthippolyte.ca. La population est invitée à le remplir jusqu'au 3 juillet prochain inclusivement.
La section du sondage comporte un plan d'ensemble, la ventilation générale des coûts, l'enregistrement vidéo de la séance d'information du 28 mai, ainsi que la présentation PowerPoint du projet. Vous pourrez vous prononcer pour ou contre le projet. Au terme du sondage, le conseil municipal décidera des suites à donner. Pour la saison estivale, la Sûreté du Québec s'engage à fournir à la Ville de Mont-Tremblant les services de 8 cadets. Ces cadets seront déployés pour assurer les activités suivantes sur le territoire: la surveillance des quartiers et des parcs, la prévention et les relations communautaires, les réponses aux demandes de renseignement et d'accueil des citoyens dans les postes, la surveillance et la prévention lors des événements sportifs, culturels, populaires et commerciaux, la promotion de la sûreté, la participation à des salons et foires de l'emploi et à la journée porte ouverte de l'École nationale de la police, des rencontres d'échange avec les partenaires, incluant le service des incendies, les services ambulanciers et le personnel hospitalier, les agents de conservation de la faune et les organisations communautaires. Pour une 4e saison, la populaire boîte à surprises s'installera à l'espace public de Mont-Tremblant cet été avec une programmation des plus éclatées. Pour marquer le lancement de cette nouvelle édition, la boîte à surprises accueillera nul autre que le grand Patrick Normand, accompagné de sa complice Nathalie Lourdes le 6 juillet prochain à 20h. Ce premier spectacle sera suivi de 5 autres représentations riches en émotions et en rythme le 13 juillet, le 17 et 24 août, ainsi que le 7 et 14 septembre. Le 6 juillet, la Ville de Mont-Tremblant est très fière d'accueillir Patrick Normand et Nathalie Lourdes pour l'ouverture de la boîte à surprises. Ce spectacle intime offrira une rare proximité avec ce géant de la musique country au Québec. Un rendez-vous incontournable cet été à Mont-Tremblant. Le 13 juillet, il y aura présentation de Freds, tout juste de retour d'une tournée à Lyon et Paris. Freds, artiste émergent très prisé des jeunes, fera une halte remarquée à Mont-Tremblant avec son tout nouveau spectacle « Demain il fera beau ». S'inspirant des nuages et du beau temps, Freds transporte le public avec ses chansons rythmées, mêlant habilement pop et rap. Le 17 août, il y aura représentation de Berries. Lors de cette soirée, l'espace public sera bercé par la douce voix de la talentueuse Berries, qui présentera de nouvelles chansons tirées de son 3e album, Du feu dans les lilas. L'artiste propose une musique raffinée et sincère sur des textes profonds et doux de Maxime Leflaguet. Berries se distingue par son approche créative dans laquelle elle tisse un filon narratif qu'elle enveloppe d'une voix berçante et bouleversante. Le 24 août, il y aura spectacle de Jelly Tapa. Jelly Tapa fera voyager le public le temps d'une soirée grâce à son répertoire musical qui unit tradition mendigue, blues du désert et sonorités électroniques. Originaire du Mali, Tapa partage un verbe empreint de sagesse et l'art vocal des griots, figure emblématique de la société malienne ancienne et contemporaine. Ses chansons portent un message de force, d'amour et d'espoir. Le 7 septembre, il y aura représentation de Urban Science Brass Band. L'orchestre propose une prestation hip-hop dynamique qui réunit l'intensité et la vivacité d'une fanfare inspirée du style de la Nouvelle-Orléans, où les musiciens réinventent le meilleur du rap. Avec son énergie contagieuse et ses performances innovantes, le groupe s'est rapidement imposé comme référence incontournable sur la scène musicale montréalaise. Le 14 septembre, il y aura une soirée swing avec Amélie Pitre et le Canary Club. Les adeptes de danse et de musique swing seront charmés par la musique enivrante de l'orchestre Amélie Pitre et le Canary Club. Le spectacle sera précédé d'un bref cours d'introduction au Lindy Hop pour apprendre les pas de danse, mettant ainsi la table à une soirée dansante mémorable aux sonorités envoûtantes des années 20 à 50, présentée en partenariat avec le festival Tournant. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TV Ciel. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.